Bonjour. Soyez la bienvenue. Est-ce que vous avez le sentiment cet été qu'on a franchi un cap avec ces nombreux réacteurs mis à l'arrêt ? Alors, je pense que le cap, on l'a franchi dans la conscience des Français et des Françaises que le réchauffement climatique est un enjeu du futur et qu'il va falloir, lutter contre le réchauffement climatique et finalement s'adapter. Et c'est en fait ça qui est là l'enjeu aujourd'hui dont on va parler, c'est l'adaptation des outils industriels au réchauffement climatique, effectivement. Alors justement, est-ce que les outils industriels que vous évoquez sont prêts et sont là pour faire face à ces problèmes de refroidissement dans certaines de ces centrales ? Alors oui, vous avez vu, il y a effectivement une dizaine de centrales qui sont ce qu'on appelle thermosensibles. Il faut bien comprendre que ce sont des centrales qui ont été en fait conçues et construites dans les années 80, 70 et 80. Et donc à ce moment-là, effectivement, les températures extérieures et les températures des fleuves n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, EDF est en train d'analyser et de réfléchir comment adapter l'ensemble du parc. Alors c'est pas l'ensemble du parc, comme évidemment vous l'avez bien compris, c'est à peine une dizaine de centrales. Alors, sur un parc de 57 réacteurs, une dizaine de réacteurs, c'est encore supportable, on va dire, pour la production d'électricité, puisque, comme vous le voyez, on n'en manque pas. On continue à exporter de l'électricité vers les pays voisins européens. Et donc, vous voyez que EDF, pour l'instant, se dit, moi, je fais le job, c'est-à-dire, je produis de l'électricité pour les besoins des Françaises et des Français. Justement, Emmanuel Galichet, c'est intéressant de s'arrêter une seconde sur ce calcul-là. On peut aujourd'hui, selon l'AFP, on aurait une baisse de 20% de la production nucléaire. Jusqu'où peut-on aller dans cette baisse ? Jusqu'où c'est supportable face à nos besoins énergétiques pour un été comme celui qu'on vient de connaître ? Alors, en été, il faut voir qu'au niveau totalité de la production d'électricité, des besoins d'électricité des Français et des Françaises, on est autour un peu moins de 50 gigawatts de puissance installée. Aujourd'hui, le parc nucléaire, c'est à peu près 63 gigawatts de puissance installée. Donc, vous voyez que quels que soient les besoins, en fait, le parc, bien qu'il soit effectivement dans certains réacteurs soient arrêtés, il reste encore largement au-dessus des besoins en fait des Français et des Françaises. Surtout qu'il ne faut pas oublier, nous avons un mix électrique. Nous n'avons pas que le nucléaire, nous avons l'hydraulique, nous avons le solaire aussi qui produit beaucoup en ce moment évidemment puisqu'il y a beaucoup de soleil. Oui. Alors revenons aux solutions qui sont envisagées pour faire face au refroidissement des réacteurs, puisque c'est bien là qu'est le problème. Quelles sont aujourd'hui ces solutions ? Je dirais d'un point de vue technique, pas forcément d'un point de vue décisionnel, mais d'un point de vue technique. Alors, il en existe plusieurs. Il y a déjà des réacteurs qui produisent de l'électricité dans des déserts, comme aux États-Unis, à Palo Verde, à Baraka, aux Émirats Arabes Unis. Donc, il y a vraiment il n'y a pas de verrou technologique à cela. D'accord. Ce n'est pas un problème de sûreté nucléaire. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, en fait, les solutions sont de mettre comme vous disait votre auditeur, des tours aéroréfrigérantes en plus, ce qu'on appelle un dispositif CVP. C'est ce qui se passe à Civaux déjà. Civaux a 4 tours aéroréfrigérantes. Et donc, en fait, il se trouve que cette centrale rejette de l'eau plus fraîche qu'elle ne l'avait prélevée. Donc, vous voyez que, en fait, avec une tour aéro-réfrigérante, il faut bien comprendre qu'en fait, la chaleur qu'on enlève du circuit de refroidissement, il part dans l'atmosphère. C'est ces fameux panaches blancs que vous voyez lorsque vous passez à côté de ces centrales-là. Et donc, ça, c'est effectivement un dispositif qui peut être rajouté un peu partout sur des centrales. Alors, évidemment, ça a un coût. Il faut bien voir qu'un industriel, tel qu'EDF et d'ailleurs tout industriel, va regarder coût-bénéfice avant de prendre une décision de rajouter des tours aéro-réfrigérantes à l'ensemble du parc, évidemment. Aujourd'hui, Oui, pardon. Non, je voulais juste préciser cette question-là, justement, effectivement, dont parlait tout à l'heure notre auditeur sur ces tours aéro-réfrigérantes. Est-ce que effectivement, ça n'est qu'une partie du parc qui en est équipée?
et jusqu'où devons-nous aller? J'imagine qu'il faudra à terme que tout le parc en soit équipé. Alors oui, tout le parc n'est pas équipé de cela. Il y a ce qu'on appelle des centrales en circuit ouvert, donc elles prélèvent, elles rejettent directement dans le fleuve, voire dans la mer. Là, il n'y a pas la problématique du refroidissement avec la mer, puisque avec les courants marins et les dilutions, c'est beaucoup plus fort et donc il n'y a pas ce problème-là. Et donc ensuite, vous avez le reste du parc qui sont sur des tours aéroréfrigérantes. Et donc c'est finalement effectivement vraiment les centrales, les sites où il n'y a pas, qui sont sur des circuits ouverts, qui rejettent directement sans passer par des tours aéroréfrigérantes, sur lesquels il va y avoir une vraie réflexion pour voir si finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des tours, ou alors peut-être les mettre en maintenance l'été, en particulier ces centrales-là, donc en fait faire une réorganisation des maintenances des centrales. Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au Centre national des métiers. Et avec vous, on s'intéresse et on décrypte cette situation avec ces 13 réacteurs, nous dit-on, qui ont été soit ralentis, soit stoppés face aux problématiques dues à la chaleur. Alors, en préparant cet entretien, j'ai vu que il y avait cette histoire de Gravelines avec ces méduses. Ça peut faire sourire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à la centrale de Gravelines? On a craint, il y a 2 jours, si j'ai bien compris, un arrivage massif. On ne sait pas qu'on a craint, c'est que il est vraiment arrivé, cet arrivage massif de méduses, et donc on a par précaution arrêté 2 ou 3 réacteurs, me semble-t-il. On n'a pas voulu prendre de risques. Pourquoi? On peut pas les filtrer, ces méduses? Alors elles le sont déjà. Il y a déjà sur les prises d'eau de Gravelines en mer, il y a déjà un certain nombre de filtres qui permettent évidemment de ne pas emporter les animaux, les méduses, les crevettes, cette faune vers évidemment le condenseur et le reste de la centrale. Alors le problème de la nature, c'est comme les inondations, c'est comme les tempêtes, les tornades, etc., sont des choses qui sont un peu imprévisibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas de calcul informatique qui vous permettent de prévenir à la minute, à l'heure, ce genre d'afflux naturel de méduses. Donc, effectivement, ils ont déjà des protections, ils ont déjà une surveillance renforcée, ils font des pêches préventives pour justement éviter trop d'afflux. Mais là, ce week-end, il y a eu vraiment un afflux extrêmement important. On parle de dizaines de tonnes, et qui a fait que finalement, il a fallu arrêter les réacteurs pour justement ne pas les abîmer. Donc on est là sur c'est tout à fait prévisible, ça pour le coup, on les arrête correctement. C'était plutôt une action en réalité vertueuse, c'est ce que vous nous dites. Absolument. Alors dans le détail également, et ça m'intéresse d'avoir votre point de vue précis sur ce que j'ai vu dans les Ardennes ou en Moselle, où on a mis à l'arrêt un certain nombre, ou baissé la production, ou soit la mise à l'arrêt, soit le ralentissement donc de ces réacteurs, en raison d'une baisse du débit de la Meuse et de la Moselle. Et là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu plus inquiétant, parce que on n'imagine pas que le débit soit plus important dans les années à venir, sur les prochains étés. Donc comment on va faire face dans ces régions-là ? Alors oui, effectivement, le débit, c'est une vraie problématique technique. Donc, si vous avez vu aussi chez nos voisins à l'est, il y en a qui commencent sur le Danube dès cette semaine, on va dire, à essayer de relever le lit du fleuve pour permettre à l'eau, même si le débit est petit, d'aller dans les prises d'eau des centrales. Il va y avoir une réflexion effectivement sur les deux sites, Chaux et Cattenom, qui ont ce genre de problématique sur les débits. Alors pour l'instant, c'est pas une problématique technique encore. Le débit est assez important pour que les centrales puissent continuer à produire. Simplement, là, vous l'avez peut-être lu, c'est une problématique. On a une collaboration, une convention avec un traité avec les voisins, le Luxembourg et la Belgique, pour finalement la coactivité des 2 fleuves, c'est-à-dire qu'ils puissent aussi, eux, prélever de l'eau.
D'accord. Donc nous, on est en amont, c'est nous qui sommes les premiers à prélever. Et donc si on prélève trop, eux, ils en auront pas du tout. D'accord. Donc en fait, c'est dû à un accord voilà, c'est dû à un Absolument. accord et à un partage du débit de l'eau et de la nature, bien entendu, Absolument. ce qui est tout à fait normal. Vous faisiez référence à la situation plus à l'est. Je lisais l'attitude de l'armée roumaine qui a fait sauter une roche pour tenter de faire déverser de l'eau froide dans le Danube pour ce qui est de la centrale de Cervanoda. Et en plus, ça n'a pas suffi parce qu'il a quand même fallu l'arrêter quelques jours après. Là, j'ai envie de dire, c'est le très mauvais exemple à ne pas suivre, évidemment, d'un point de vue écologique. Alors, d'un point de vue écologique, oui et non, je ne sais pas du tout. Là, je ne suis pas assez compétente pour savoir qu'est-ce que l'explosion d'une roche dans un fleuve peut avoir comme répercussion sur la faune et la flore. C'est sûr que cette centrale-là a des soucis, effectivement. Si le débit reste aussi faible, il va falloir peut-être passer sur un circuit fermé à ce moment-là, en construisant des tours aéro-réfrigérantes. Mais encore une fois, il va falloir faire une analyse coût-bénéfice pour savoir si finalement ça a un intérêt. Ça coûte pas trop cher pour pouvoir faire exploiter encore cette centrale. Emmanuelle Galichet, c'est ma dernière question. Vous êtes enseignante-chercheur en sciences et technologies nucléaires au Centre national des métiers et on vit un été extrêmement compliqué. Avec combien de centrales nucléaires peut-on fonctionner pour faire face aux besoins? Aujourd'hui, si je compte bien, donc 57 centrales, 13 réacteurs à l'arrêt, donc environ 44 qui fonctionnent. Est-ce qu'on peut descendre encore un petit peu? Est-ce qu'on a une marge? Ou bien est-ce qu'on n'est pas loin de la limite? Oui, on a encore une marge, d'autant plus que, comme je vous le disais, on a un mix électrique, c'est-à-dire que nous avons aussi le soleil, l'éolien et l'hydraulique. Mais si je parle uniquement du nucléaire, est-ce que on est à 65 ou 70% du besoin énergétique total avec le nucléaire? Est-ce que les 44 nucléaires, est-ce que les 44 centres nucléaires suffisent? Alors, il faudrait faire le calcul. J'avoue, je l'ai pas fait. Ça doit, si on fait grosso modo, disons que chaque centrale est à peu près de 1 gigawatt. Vous voyez que vous en avez 44, à peu près 44 gigawatts. On est encore souverain, je dirais. On est encore, on répond encore on est encore autosuffisant, avec ce calcul-là. Merci beaucoup Emmanuelle Galichet d'être intervenue sur Sud Radio pour nous éclairer sur cette problématique qui est une nouveauté. Comment faire face avec ces nombreux arrêts dus à la canicule, dus au manque d'eau, dus, on l'a vu, aux méduses par ailleurs, mais également aux infrastructures avec ces fameuses tours aéro-réfrigérantes qui doivent être sans doute installées en plus grand nombre à l'avenir pour faire face à nos étés caniculaires. Il est 8h29, merci, bonne journée à vous Emmanuelle Galichet. Et dans un instant, on va prendre la direction d'une bonne adresse pour nos restaurants. À tout de suite. 7h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons.